Hello les investisseurs et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Pernod Ricard qui a annoncé ses résultats un tout petit peu plus tôt que prévu. Et on va regarder donc en première partie de vidéo l'entreprise. On va faire un petit peu des rappels parce que j'avais surtout fait des vidéos précédentes sur ce titre et je voyais des choses qui m'inquiétaient et j'avais parlé d'actions en place que j'aimerais bien voir la direction faire pour que justement le titre se comporte mieux à mon avis en bourse. Je vais donc vous présenter aussi les derniers chiffres publiés par l'entreprise et j'avais passé mon chemin en août et en novembre 2024. J'avais deux fois refusé complètement d'investir sur ce titre. La question c'est est-ce qu'il y a eu du changement positif qui fait que je pourrais par exemple m'intéresser à cette entreprise. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres et ma vision sur les entreprises. À vous de mener vos analyses. C'est comme ça qu'on progresse et au final, c'est votre argent. Je ne vous donnerai jamais de conseils. Alors, le titre en bourse, la première fois qu'on en avait parlé, c'était en août 2024. Il avait fait moins 43% depuis ses points hauts. Et depuis ce moment-là, il a encore baissé de entre 10 et 20%. Et aujourd'hui, on est au niveau des 105 dollars pour une baisse globale de plus de 50% par rapport au point haut de l'époque. Donc, Pernod Ricard, c'est un des géants mondiaux de l'industrie des vins et spiritueux. Ils sont connus pour des marques emblématiques. Vous aurez ici l'image au niveau de mon pointeur rouge. Et c'est une entreprise qui est cotée en bourse et son activité principale, c'est donc la production, la distribution et la commercialisation de boissons alcoolisées. C'est une entreprise qui, pendant longtemps, a eu une croissance très modérée. Je vous la montrerai après, mais ils avaient quand même un peu de croissance. C'est un secteur qui, de façon générale, a quand même des marges brutes assez élevées. Par contre, généralement, les marges nettes baissent beaucoup parce que, évidemment, il y a beaucoup de marketing pour aller vendre l'alcool parce qu'il y a de la concurrence. On regardera les marges, elles sont en train de baisser, aussi bien les marges nettes que les marges sur flux de trésorerie disponibles, ce qui est quelque chose qui m'inquiète pas mal, notamment au niveau du dividende. Si vous avez vu les vidéos d'il y a quelques mois, j'en avais déjà parlé. Je tiens à le dire, cette vidéo, elle va ressembler un petit peu aux deux vidéos que j'avais fait avant et c'est volontaire parce que je veux faire un exercice de suivi dans le temps et à minima, ce sera des bonnes leçons à prendre parce que à l'époque, j'avais repéré des choses et je veux voir si l'entreprise aurait mis des actions en place qui justement iraient dans le sens de ce que j'avais vu et je trouve ça extrêmement intéressant personnellement pour aussi repérer par exemple des pièges en bourse parce que l'entreprise a clairement continué à dégringoler. Vous irez faire le pourcentage entre 125, 130 euros et aujourd'hui 105 euros, le pourcentage à la baisse entre le moment en août où j'avais dit je ne veux pas l'acheter et aujourd'hui, et vous allez voir, ça fait quand même des sacrées baisses, sans même parler des points hauts. Alors, au niveau de l'entreprise, la baisse sur le chiffre d'affaires est en train de continuer et ça dénote, et c'est une sacrée nuance avec ce qu'ils avaient annoncé à l'époque. Ils avaient prévu une fourchette de croissance assez large, de plus 4 à plus 7% sur le moyen terme, et ils se disaient quand même confiants après justement un passage difficile. Sauf qu'ils ont annoncé les résultats et aujourd'hui on est à moins 4% en organique en 12 mois glissant sur le deuxième semestre. Donc ils publient tous les 6 mois, vous le voyez ici, tous les 6 mois ils publient fin décembre et fin juin. À l'époque, il parlait notamment de difficultés en Chine et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, la Chine va mal depuis pas mal de temps. Je refuse de m'y exposer en direct, je ne comprends pas le marché et on en a souvent parlé sur la chaîne. J'ai très peu confiance dans le consommateur. Clairement, en ce moment, ils ont des grosses difficultés là-bas. Sur le long terme, ça pourrait se reprendre, mais actuellement, c'est pas le cas. Et c'est pas d'ailleurs qu'en Chine. Si vous regardez là, aux États-Unis, ils ont moins 4% des ventes en Amérique, moins 7% aux États-Unis précisément, alors que le marché aux États-Unis de l'alcool et des spiritueux est à plus 1%. Donc le marché total adressable est à plus 1% et eux ils font moins 7%. Donc ils sont en train de se faire prendre des parts de marché aux États-Unis. Ils ne vous le disent pas comme ça, mais ils sont obligés de vous montrer les chiffres et les chiffres sont là. On est sur un secteur avec beaucoup de concurrence et il y a de la qualité en face. Vous avez des grands groupes français, des grands groupes américains, etc. Donc il y a clairement de la concurrence. Et c'est un secteur, l'alcool, qui m'a jamais trop intéressé non plus. Ça, je suis honnête avec vous. On avait eu une forte croissance sur 2020, ce qui fait que l'entreprise s'était beaucoup appréciée d'un point de vue des valorisations. Aujourd'hui, on est en train de revenir clairement sur des valorisations qui sont plus cohérentes avec ce qui s'est passé historiquement. On regardera les valorisations en fin de vidéo, mais la question maintenant, c'est même à ces valorisations, est-ce qu'on n'est pas encore trop cher par rapport aux perspectives de l'entreprise? C'est aussi une entreprise mature à dividende et est-ce qu'elle n'a pas eu un emballement sur le court terme en 2020-2021 notamment? C'est bien possible. On continue maintenant avec les chiffres de l'entreprise. La première chose dont on va parler, c'est le dividende, parce que c'est un petit peu une thématique autour de cette entreprise, on va y revenir plus tard. L'entreprise est connue pour payer un dividende, ils ont assez peu de croissance sur le chiffre d'affaires, ils vont pas forcément aller allouer leur capacité d'autofinancement à développer de nouveaux business, à innover, etc. Ils sont beaucoup plus dans l'idée de faire du retour sur investissement aux investisseurs. Ce qui est tout à fait possible, si vous avez une croissance lente, mais des bonnes marges, et que vous générez du cash et que vous voulez le rendre à vos investisseurs, pourquoi pas. Sur 10 ans, avec les dividendes réinvestis, ils ont pratiquement fait du surplace et le S&P 500, lui, on voit que les dividendes réinvestis, il est à plus de 200 et quelques % de hausse. Donc le S&P 500 a fait quand même un petit peu mieux, on ne va pas se le cacher.
Au niveau de la croissance, je vous l'ai mis là sur 10 ans en composé, on est à moins de 4% de croissance par an sur le chiffre d'affaires. Et donc, comme je vous le disais, ils vont plutôt payer du dividende, etc. parce que la croissance, elle n'est pas là. Enfin, en tout cas, ce niveau de croissance n'est pas un niveau que je considérerais pour une entreprise que j'appellerais entreprise croissance. Alors, on va regarder tout ce qui est les marges, la trésorerie, etc. Vous prenez la marge brute, elle est bien constante dans le temps. Ensuite, si vous prenez les marges de flux de trésorerie disponibles et les marges nettes, elles sont en train de baisser, comme vous le voyez ici, depuis 2022. On a une marge de flux de trésorerie disponible sur le dernier semestre qui serait à un tout petit peu plus de 7% contre 8,23% il y a 6 mois et contre une médiane historique à 13%. Donc les marges sur la capacité d'autofinancement, le flux de trésorerie disponible, est en train de baisser fortement, pratiquement divisé par 2. Et ça m'embête un petit peu parce que c'est le cash qui reste typiquement dans la trésorerie pour payer les dividendes, pour rembourser la dette, pour acheter les actions, etc. Donc, commentaire précédent qui est toujours valable. Et justement, vous voyez, je fais évoluer la vidéo dans le temps, c'est-à-dire que j'avais vu cette entreprise auparavant et on va voir ce qui a bougé. L'entreprise, elle est rentable et elle a bien tenu ses marges dans le temps. Les marges sont en train de baisser récemment, mais on a quand même toujours une capacité d'autofinancement positive. Maintenant, il va falloir regarder ce qu'on fait de ce cash. Parce que je me rappelle en août et en septembre qu'on avait des gros problèmes et qu'il n'y avait pas assez de cash pour payer tout ce que l'entreprise voulait payer. La question c'est est-ce qu'ils ont rectifié le tir? À savoir que sur les 6 derniers mois, ils ont fait 440 millions de flux de trésorerie et ils ne donnent pas les marges, comme je vous le disais, j'ai dû les calculer. Et généralement, ce n'est pas un très bon signe quand ils ne vous le calculent pas sur le premier document qu'ils vous mettent en avant sur le site. En allant chercher un petit peu plus loin, on peut les calculer nous-mêmes, mais bon, ils ne nous l'ont pas donné, c'est quand même étonnant. Alors, je voulais vous montrer ce qui est en train de se passer sur la trésor. Donc, si vous regardez là dans le temps au niveau du free cash flow, si je nous mets en trimestriel, on constate on avait fait 300 millions, puis on fait 655 millions, ce qui, si on additionne les deux en 12 mois glissants, nous amène à 954 millions. Maintenant, si je prends ce qu'on vient de faire, 440 millions, et je rajoute à ce qu'on avait fait avant 655 millions, ça nous fait 1,1 milliard. Donc, on va retenir ce chiffre, on est à un tout petit peu plus de 1 milliard. Ok, maintenant regardez ce qui se passe. Le dividende en 12 mois glissant est à 1,2 milliard. Donc déjà, on arrête l'histoire. Le flux de trésorerie disponible est en dessous du dividende. Le dividende, ils ne peuvent pas le payer avec l'argent qu'ils sont en train de générer. C'est la trésor qui paye le dividende. Et là, j'ai envie de dire encore et encore. 3 vidéos, 3 fois qu'on dit la même chose. Je ne comprends pas pourquoi ils continuent à payer et à augmenter le dividende. Et en plus, après, j'en parle, ils disent que leur objectif, c'est de continuer à le payer et à le monter. Comment sont-ils en train de financer ce dividende? Sérieusement, je ne comprends pas. En plus de ça, ils rachètent des actions. Allons-y, pourquoi pas. Et d'où vient tout ce cash? Et évidemment, la réponse, je vous l'ai mis juste au-dessus. Ils sont en train de lever de la dette. Donc, on est en train de lever de la dette pour payer un dividende. J'en dirai pas plus, je comprends pas. Donc j'entends que c'est difficile pour eux en ce moment. Et pour la direction, toucher aux dividendes, ça va faire les gros titres dans tous les médias spécialisés français, ils vont en parler, et forcément que ça va impacter le cours de l'entreprise. Pour moi, c'est éliminatoire. Ce genre de décision court terme contre long terme, ce que je pense qu'ils sont en train de faire, ils en parlent à demi-mot dans la présentation que j'ai lue dans le document qu'ils publient. En fait, c'est que 2027, 2028, 2029 devrait être mieux, et donc ils espèrent que ça va passer, quoi. On va lever un peu de dette, on paye le dividende, surtout on dit rien, et puis ça ira mieux plus tard. Il y a peut-être quelque chose à faire avec la situation qui s'améliore, évidemment c'est possible que ça aille mieux dans quelques années, mais moi je préfère allouer mon cash ailleurs, parce que les décisions court terme, c'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout dans les entreprises, je veux une vision long terme. Et ce que je vous avais dit en août et en novembre, j'ai ressorti un commentaire de l'autre vidéo. J'avais dit que personnellement, j'aimerais voir l'entreprise revenir en capacité de soutenir le dividende avec sa trésorerie, donc de générer assez de cash pour payer le dividende, pour le rachat d'actions et commencer à rembourser la dette, parce que moi je veux voir la dette baisser. On avait regardé à l'époque, il faut un sacré bout de temps pour rembourser cette dette avec les flux de trésor actuels. Et j'avais dit, rien de très alarmant si la situation s'équilibre à nouveau. La situation est peut-être que passagère, mais ça, on le verra dans le temps. Et pour moi, il faut qu'ils en parlent. Il faut qu'ils disent ce qui est en train de se passer, pourquoi ils continuent à payer le dividende. Et ils en ont parlé. Dans le document financier qui a été publié il n'y a pas longtemps, ils ont dit « Un de nos objectifs, c'est de continuer la distribution du dividende et de continuer à le faire croître dans le temps. Et s'il faut, on adaptera le rachat d'actions qui est moins notre priorité. » D'ailleurs, on a vu un rachat d'actions, effectivement, ils l'ont un petit peu ralenti. Sauf que même si on arrête totalement le rachat d'actions, on ne peut toujours pas payer le dividende. Je suis désolé, je réagis un petit peu fort dans cette vidéo, mais je comprends pas. Je comprends pas. C'est quelque chose dans lequel je ne me vois pas du tout investir.
vous aurez déjà la conclusion. Petit instant publicité, ça va me mettre le sourire. Et si je vous dis que j'ai le sourire, c'est simplement parce que j'apprécie travailler avec les personnes qui nous ont rejoints dans le programme. Et pour information, du coup, c'est ouvert au niveau de la page de vente jusqu'à dimanche soir au tarif actuel. Donc si tu souhaites aller plus loin, apprendre à mener tes analyses et avoir accès à la formation vidéo, à mon portefeuille, bourse et crypto, tous mes achats et mes ventes pour savoir quels sont les mouvements de mon portefeuille, les vidéos exclusives, d'ailleurs je prépare la vidéo pour lundi prochain pour les membres du programme, on va parler de ma valorisation sur Tesla dans le programme, je suis en train de finir mes chiffres. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin en même temps, de permettre aussi de continuer tout ce qu'on fait sur YouTube en me soutenant et au final la valeur derrière pour moi elle est vraiment là, eh bien premier lien en description vers la page de présentation et ou pour réserver un appel avec moi-même si vous voulez aussi le coaching qui est en option. Je continue avec la vidéo. On passe maintenant à la valorisation et la conclusion. Je me suis amusé à les calculer à peu près à la main. Alors, vu qu'on a le résultat trimestriel et que souvent sur les sites, ils vous les donnent en 12 mois glissants, vous pourrez voir une légère différence. Globalement, prix par rapport au chiffre d'affaires à 2,7. Prix par rapport au flux de trésorerie disponible au-delà de 40. PER au-delà de 20. Pour une entreprise avec moins de 4% de croissance depuis 10 ans en composé, des marges en baisse. On voit qu'on est en train de venir tangenter avec les 10% bientôt de marge nette contre autour de 20% il y a encore quelques semestres. Flux de trésorerie disponible avec une marge sous les 10% et dans le temps on a été un petit peu plus haut, on le voit ici, mais là ça fait 3-4 trimestres qu'on est autour des 10% et c'est en baisse. Entreprise qui paye un dividende à plus de 4% de rendement, dividendes qui ne peuvent pas payer, je suis désolé de le dire, mais vous le voyez ici. Le payout ratio, donc le taux de distribution sur le flux de trésor est à 120%. Et le payout ratio, donc le taux de distribution sur les bénéfices, est à 77%. Mais celui-là, moi, je ne le regarde pas parce que les bénéfices, c'est beaucoup plus facile à faire bouger. Comptablement, on peut le faire bouger, alors que le flux de trésor, c'est beaucoup plus difficile. C'est l'argent qui rentre, l'argent qui sort. On regarde le compte, on voit ce qu'il y a dedans entre le début et la fin de l'exercice. Pour moi, c'est beaucoup plus pertinent pour le dividende. Et donc, en conclusion, bon, vous l'avez compris, hélas, je pense, c'est une belle entreprise, ils ont une difficulté en ce moment. Honnêtement, ils seraient en train de dire « Ok, ça va pas. On va couper le dividende pendant quelques trimestres, on est désolé. On a besoin de la trésorerie. Au lieu de s'endetter pour le futur, on va faire les choses bien. » Je serais en train d'avoir une conclusion totalement différente. Je dirais très bien une entreprise qui est en train de prendre ses responsabilités, qui dit que ça va pas, etc. Mais là, à l'inverse, c'est mon analyse que je vous dis. Hein. J'ai peut-être tort, l'avenir nous le dira, mais on est en train de nous dire qu'on va continuer à payer, à augmenter le dividende et que ça ira mieux en 2027, 2028, 2029. J'entends, ok, mais c'est du court terme de ne pas le couper à mon avis. Et on est en train d'endetter l'entreprise. Donc je suis désolé d'être un petit peu dur, mais personnellement, je passe. Croissance trop faible pour moi, à moins de 4%, de la dette, une entreprise avec un business model en plus que j'aime pas. On avait parlé il n'y a pas longtemps des casinos, mais l'alcool, c'est pas non plus du tout un secteur qui m'intéresse. Et je vois des entreprises qui m'intéressent bien plus en ce moment à mettre dans mon portefeuille. Je n'achetais pas à 130 $, j'achète toujours pas à 105 $, et ça fait une baisse, je sais pas combien, ça doit faire au moins 20% de baisse cette histoire. Je vous laisserai calculer la baisse entre les deux vidéos qu'on avait fait. Et honnêtement, c'est pas un problème de prix pour moi, mais c'est plus le business. Et les places dans mon portefeuille sont très limitées. Et je suis obligé de protéger mon portefeuille pour que clairement j'écarte de la performance parce que sinon autant avoir un ETF. Et donc voilà, je pense que Pernod Ricard serait en train de ralentir la performance de mon portefeuille. L'avenir nous dira si j'ai eu raison ou tort, sujet à suivre. Après, si l'entreprise se redresse et que vous voyez ça comme un value play, donc comme une entreprise sous-évaluée, malgré les ratios de prix que je vous ai montrés ici, etc. et toute la vidéo, qui pour moi me ferait plus dire que c'est pas forcément un value play à moins qu'ils se reprennent, mais je vois des choses qui me plaisent pas au niveau des décisions de la direction. Mais il y a peut-être des choses à faire. Hein. C'est possible que le marché aille mieux, que l'entreprise se reprenne et qu'elle reparte. Sauf qu'en fait, je vois juste trop de risques et je suis obligé de protéger mon portefeuille. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je me suis laissé aller un petit peu au niveau de mes commentaires. Vous m'avez d'ailleurs laissé des commentaires sur YouTube me disant que vous appréciez de plus en plus ce style de vidéo, donc je vais clairement continuer à le faire et puis en plus ça me fait gagner du temps sur le montage. Alors quand j'ai quand même une idée que je veux essayer de bien la tourner, je continue à faire des cuts, vous en voyez toujours de temps en temps, mais je pense que vous en voyez de moins en moins. Mais voilà, si j'ai une idée, je prends une pause, je préfère amener de la valeur ajoutée plutôt que d'essayer de foncer, c'est pas grave, je fais un peu de montage. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, je le laisserai au montage du coup. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.